Salut la compagnie, c'est Jules Melon, et aujourd'hui, dans un Ciné Critique, quelques jours avant Noël, je vais vous parler d'un Frank Capra. Mais non, pas La vie est belle, ça c'est pour plus tard, j'imagine dans 2 ans, tiens, si je fais toujours des impros Ciné Critique, puisqu'il y fêtera ses 80 ans. Là non, on est 2 ans avant, 1944, et justement, en parlant de 80 ans, c'est un petit peu son anniversaire aujourd'hui à ce film, en version sortie française, Arsenic et vieille dentelle, ou en version originale, Arsenic and Old Lace, qui est une comédie un peu loufoque et noire, hein. C'est un mélange des deux, adapté d'une pièce de théâtre du même nom de Joseph Kesselring, film qui avait été tourné d'ailleurs, je crois, en 1942. Ils ont dû attendre pour le sortir car c'était toujours en représentation à Broadway. Il y avait eu pas mal de succès derrière. Et au casting, pour les rôles principaux, nous avons Cary Grant. Je crois que c'est sa seule apparition dans le cinéma de Frank Capra, enfin du moins dans des films connus. J'imagine que du coup c'est la seule fois où il joue avec ce grand réalisateur. À ses côtés, Priscilla Lane, qui aussi dans sa carrière jouera pour Alfred Hitchcock. Raymond Macy dans un rôle très flippant, rappelant un personnage monstrueux, très culte. Mais ça, je vais y revenir très vite. Il y a également Josephine Hull et Jean Hader dans le rôle des 2 tantes. Des tantes qui sont très particulières dans l'intrigue. Citons aussi la présence de Peter Lorre, et oui, M. le Maudit dans sa période américaine, qui joue ici, pas le docteur Frankenstein, mais pas loin, Dr Einstein. Bon, mais bon, cette référence était déjà dans la pièce de théâtre, où le personnage joué par Raymond Macy est interprété par Boris Karloff. Oui, il y a une référence directe à Frankenstein, on est presque dans la mise en abîme au niveau de la pièce de théâtre, et dans le film, on poursuit cela. C'est presque dommage qu'il n'y ait pas Boris Karloff, vraiment, dans le film. Bon, l'histoire est assez simple sur le papier, mais évidemment, ça va être bien barré et déjanté. On va suivre un écrivain qui s'appelle Mortimer Brewster, qui au début du métrage se marie, il essaye de rester incognito avec des lunettes noires. Pourquoi? Non, pas parce qu'il a honte de sa fiancée, il l'aime beaucoup, la fille d'un pasteur d'ailleurs, Hélène, mais parce que pour sa carrière ça va faire bizarre. Il écrit des bouquins, enfin en tout cas il est connu pour cela, contre le mariage. Et donc il est censé être un célibataire endurci, qui ne se marierait jamais en tout cas. Voilà. Et bon, il est amoureux, et l'amour passe avant la carrière, ou pas, parce que finalement, il va pas le crier sur tous les toits. Bon, au final, il est très vite découvert, dès le début, on sent que ça va être un peu drôle, hein, cette affaire, mais c'est pas l'intrigue principale, du tout. On pourrait imaginer, au début, qu'il allait nous rejouer une sorte de New York-Miami 10 ans après, qu'ils allaient partir sur les routes, voilà, pour vivre leur amour loin des caméras, des journalistes. Non, pas du tout, du tout. Non, il va rentrer chez lui, donc à Brooklyn. On est le jour d'Halloween, enfin c'est ainsi que le métrage commence, avec une histoire de grosses bastons dans un match de baseball, hein. La folie est potentiellement partout, mais après, sous cette fausse introduction comédie romantique, on va rentrer dans une autre forme d'humour. Mortimer vient annoncer donc ses épousailles à ses 2 tantes, parce qu'il a été élevé par ses tantes. Et il vit d'ailleurs avec son frère, un frère très bizarre, qui est joué par John Alexander d'ailleurs, qui se prend pour Theodore Roosevelt. Oui, Teddy, il se prend vraiment pour ce président américain. De toute façon, le fantôme de l'Amérique est présent dans ce métrage. Et va revenir... Bon, avant ça, c'est un film où c'est difficile à résumer, parce qu'il se passe beaucoup de choses. On apprend que les 2 tantes, qui ont l'air très très gentilles comme ça, mais elles ne le sont pas tant que cela. Enfin, elles rendent des services pour la communauté, certes, mais aussi pour des vieux célibataires qu'elles reçoivent chez elles. C'est bizarre. Elles les tuent. Voilà, Arsenic. Parce que, les pauvres, ils sont seuls, hein, on va abréger leur souffrance. Et elles ont l'air contentes, hein, ces assassines joyeuses. Et Mortimer va découvrir un cadavre. Il ne sait pas quoi faire, c'est très compliqué. Très très compliqué, jusqu'au retour du frère maudit Jonathan, qui est recherché par la police, qui s'est fait refaire le visage avec les cicatrices à la Frankenstein, bien évidemment, et la tête du monstre de Frankenstein, hein, c'est évident, de toute façon la référence elle est frontale, et évidemment ce monsieur-là, qui est un vrai psychopathe, lui, enfin, remarque, c'est une famille de psychopathes en soi, hein, va créer un trouble. Mortimer ne sait plus trop quoi faire, en plus il essaye de faire interner son frère qui se prend pour Theodore Roosevelt, ça a l'air d'être le seul... on va dire, sain d'esprit dans la famille, mais pas du tout. Il va même douter de lui-même et rentrer dans une forme de folie progressive. Serait-ce un héritage familial, au final? Ou l'héritage de l'Amérique? Question.
parce que c'est un film qui parle aussi de l'Amérique. Alors évidemment, c'est plus joyeux et léger que la trilogie de la dépression, dont j'ai traité sur la chaîne. Enfin, j'ai traité deux de ces films récemment, et puis l'autre plutôt voilà, au début donc, de mes vidéos Facecam. Mais bon, je commence par ça. Alors, évidemment, c'est dilué après dans l'ultra-comédie, mais on est dans un quartier, donc à Brooklyn, très colonial, enfin, qui existe depuis très longtemps. Il y a un cimetière du XVIIe siècle. Cette vieille maison-là, apparemment, George Washington y est passé. Il y en a un qui se prend pour Theodore Roosevelt dedans. Bon, vous l'avez compris, quoi. On convoque ici cette Amérique même de l'avant États-Unis, et on le tourne en dérision. Cet aspect frontal politique continue chez Capra. Capra qui avait du mal peut-être avec son pays sur certains points, mais pas sur d'autres. Mais en tout cas, voilà. Là, il montre les racines une sorte d'excès de folie au fur et à mesure que les siècles passent. Là, on a l'héritage de cela. Bon, ok. Mais bon, après, évidemment, après, on se retrouve dans l'humour, parce que c'est une pièce de théâtre à la base, et ça se sent. Théâtralement, c'est exceptionnel comme film. Et même sur les décors. Et on joue sur le côté sombre aussi. Alors c'est ça la force, et peut-être aussi la faiblesse du film, c'est que à partir un peu dans tous les sens, sur plusieurs tons, c'est plutôt bien géré dans la première partie, mais on va dire dans la finalité, ça s'épuise un peu. Peut-être un peu long comme film, en fait, quand on y pense. Il fait pas loin de 2 heures. Et tu sens que, même si le rythme est bien géré de A à Z, c'est difficile de tenir les choses avec le même intérêt. Enfin, pour moi, je l'ai regardé de façon très consciente, hein, voilà, j'étais bien devant, quoi, mais bon. Après, justement, ça joue sur tous ces codes-là, tant et si bien que, pris à part, si on sort de la comédie, les moments horrifiques sont forts. Voilà, avec ces passages très sombres la nuit, où on descend vers la cave, où on joue sur les espaces, et on n'est pas loin du néo-expressionnisme allemand. En plus, t'as Peter Lorre qui traîne pas loin, donc c'est presque amusant, le choix de cet acteur ici, avec son personnage donc, de docteur allemand. C'est magnifique, ça. Mais bon, évidemment, c'est pas dans la prise au sérieux ultime, mais quand même, avec ce psychopathe, tout ça, lui qui a vraiment tué par psychopathie, même si les deux tentes en soi, bon, hein. Oui, c'est très fort. Mais bon, après, on retourne la situation continuellement. Dès le début, le film le fait, hein. Non, ça sera pas une comédie romantique. D'ailleurs, le personnage d'Hélène est totalement éclipsé du film. Ça, c'est un problème d'écriture aussi. C'est que, peut-être la pièce de théâtre à la base, mais aussi le film ne sait pas quoi faire de ce personnage féminin qui aurait pu être un peu plus important et pertinent, même à l'idée de réécrire et de faire une adaptation, pourquoi pas. Mais bon, ouais, elle se méfie, elle en a marre, elle s'agace, mais ça se résout très vite quand même, hein. Elle n'a pas trop son mot à dire. Bon, bah ça, c'est l'époque aussi qui veut ça. Bon, c'est un peu dommage, parce que Capra a eu des personnages féminins beaucoup plus marquants. Donc ça, c'est... Après, voilà. Bon, il y a les deux tantes, vous allez me dire, oui, ce sont des personnages marquants féminins, mais... Ouais, si on veut, quoi. Mais ouais, c'est vrai qu'après, bah, c'est pas loin du slapstick, évidemment aussi, ça tourne beaucoup de choses sur la position du huis clos et de ce personnage donc, qui s'effrite de plus en plus, Cary Grant exceptionnel, alors assez méconnaissable, peut-être, dans beaucoup de films de sa carrière, il est autre, mais bon, il en fait presque trop vers la fin, mais allez, pourquoi pas, ça rentre totalement avec le délire d'un gars qui ne sait plus où il habite, façon de parler, et qui se demande si de toute façon c'est pas son destin de succomber. Donc du coup il remet même son union avec sa nouvelle épouse totalement en question malgré lui. Ça en est presque triste, mais bon, on n'a pas le temps vraiment de s'attrister sur le sort de tous ces personnages. Mais c'est quand même bien géré. Arrivé au bout, on se demande comment ça va se terminer, mais ça se termine très très vite, hein. Il y a un retournement final qui fait que on rajoute même des personnages de policiers qui sont un peu incompétents, dont un qui écrit des pièces de théâtre et qui va demander des conseils à l'auteur, à notre écrivain célèbre, là, tant et si bien que vous avez une écriture dans l'écriture que ce qui se passe à la fin, on a vraiment l'impression que c'est une pièce de théâtre qui se déroule sous nos yeux, même dans ah oui tiens, ça me donnerait une idée pour mon deuxième acte, alors qu'il se passe quand même des trucs assez profonds et dramatiques. Ça essaye de questionner la solitude des célibataires, oui, mais bon, pas vraiment, en fait. Et Mortimer fait bien de se marier quand il voit que ses tantes fait ça. Enfin, à un moment, je me suis dit, bah, bon, elles n'iraient pas jusqu'à tuer leur neveu, quand même. Mais bon, si... elles ne vivraient pas jusqu'à cet âge-là, mais quand il deviendrait vieux, elles reviendraient limite en fantôme pour pouvoir le tuer. Et donc, oui, bah, cette Amérique-là, qui s'est construite un peu dans ce coin-là, et qui, au final, n'a pas vraiment évolué, et qui tombe dans la folie. Bon, avec le personnage donc, de Theodore Roosevelt, qui va charger tout le temps en montant les escaliers. Pourquoi pas. Et c'est marrant parce que
Je ne sais pas exactement, parce que les BD, il me semble... Enfin, je sais pas, j'ai pas la date des publications ou des films d'animation, mais j'ai pensé à Astérix dans ce film. Dans le sens où, bon, arsenic, évidemment, pudding à l'arsenic, mais à un moment, elles décrivent le cocktail, et il me semble que dans la chanson Le pudding à l'arsenic, dans Astérix et Cléopâtre, c'est presque exactement cela, dans l'ordre au moins de 2 ou 3 ingrédients. Et j'ai pensé à La Maison qui rend fou, évidemment, les 12 travaux d'Astérix. Alors ça, c'est clairement un film d'animation qui était original, enfin, voilà, donc qui est sorti bien après, hein, 44 quand même, je crois, oui, oui. Et à un moment, oui, on est dans La Maison qui rend fou, même jusqu'à la trompette et tout. Mais bon, pas pour les mêmes raisons. Donc bon, après, ça c'est des hasards aussi d'écriture de comédie un peu loufoque. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est sympa. Arsenic et vieille dentelle, et c'est un film qui m'avait été conseillé il y a longtemps, alors que je connaissais à peine Capra, par un pote, voilà, que je salue, Tony, si tu passes par là. Il m'avait dit, tiens, regarde-le un jour et tout, je me souviens. Et bah ouais, ça y est, c'est fait. Alors c'est pas le meilleur Capra, mais c'est un Capra extraordinaire à voir. Ou à revoir, quand même. Bon, plus en mode Halloween là, que pré-Noël, mais bon, Capra, Noël, hein, quand même, on fait ce qu'on veut de toute façon. Mais bientôt là, il va y en avoir un petit peu, même directement, il y en a peut-être eu avant, je ne sais pas, parce que des fois je publie les vidéos dans un sens très anarchique, et je les tourne pas forcément dans l'ordre, et souvent bien, voilà, bah, plus de 2 semaines avant la sortie de cette vidéo, je l'ai tournée. Et oui, et oui. Mais bon, oui, peut-être qu'avant déjà il y a eu quelques vidéos pré-Noël, là il va y en avoir d'autres, hein, c'est un peu la tradition chaque année. Peut-être un peu moins d'ailleurs en termes de nombre que pour Halloween, mais parce que peut-être moins de films de Noël, on va dire, pertinents et intéressants que de films d'horreur pour Halloween, tout simplement. Mais bientôt, voilà. Essayez de deviner les films que je vais évoquer là pour Noël, le 24 et le 25, enfin c'est dans ces eaux-là. Je sais déjà, j'ai déjà ma petite idée. Bref, à vous la parole, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce métrage-là, de sa position, selon vous, dans la filmographie de Frank Capra, 2 ans avant, donc La Vie est Belle, film à voir ou revoir pour Noël pour le coup. Allez, je vous laisse écrire sur votre clavier et je vous dis à la prochaine, ciao!